Mesdames et messieurs, bienvenue à ce conseil municipal de Carry-le-Rouet. Il est 18 h et passé de quelques minutes. Je vous rappelle qu'il faut porter le masque. Bien sûr, sont exemptés de masque ceux qui sont appelés à prendre la parole. Bien évidemment, c'est beaucoup plus pratique. Je déclare cette séance ouverte. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je vous remercie pour votre présence à cette première réunion non protocolaire du conseil municipal. Aujourd'hui, pour ce conseil, nous avons reçu le pouvoir de Madame Rouveran, qui a confié son pouvoir à Madame Douce. Elle n'est pas là. Pour précision, suite à la démission de Monsieur Scholby, en date du 21 juillet 2020, Madame Déborah Michel a intégré le conseil municipal et a donc été convoquée pour ce conseil. Nous souhaitons à Déborah la bienvenue. Désignation d'un secrétaire de séance. Jean-François Laziosi, je pense que, comme à l'accoutumée, vous allez remplir cette charge avec le brio que l'on vous connaît. Deuxième point, approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 3 juillet et du 10 juillet 2020. Je vous propose à présent d'approuver les procès-verbaux rendant compte des précédents conseils municipaux qui vous ont été communiqués par mail ces jours derniers. Pour cela, j'ai besoin de votre vote. Qui a des remarques sur le compte-rendu de la séance du 3 juillet? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le procès-verbal du 3 juillet est donc voté à l'unanimité. Qui a des remarques sur le compte-rendu de la séance du 10 juillet? Qui est contre? Qui s'abstient? Les procès-verbaux du 10 juillet sont votés à l'unanimité également. Je laisse la parole à notre première adjointe, qui est à ma droite, pour la première délibération relative à la délégation générale du conseil municipal au maire. Je vous en prie, Nathalie. Merci. Délégation du conseil municipal au maire. Je vous informe que l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, permet au conseil municipal de déléguer au maire, et pour la durée de son mandat, un certain nombre d'attributions. En effet, l'article L. 2121-29 du CGCT dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Le conseil municipal est donc investi d'une compétence générale pour délibérer des affaires communales. Pour des raisons de réactivité et d'efficacité, le conseil municipal n'étant tenu de se réunir qu'au moins une fois par trimestre et afin de ne pas alourdir inutilement les débats du conseil municipal avec les points relevant de la gestion quotidienne de la commune, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre de ses attributions. L'article L. 2122-22 du CGCT encadre les attributions pouvant être déléguées par le conseil municipal au maire, ainsi que les conditions de cette délégation qui, pour certaines, nécessitent des précisions par le conseil municipal. La présente délibération a notamment pour objet de préciser ses modalités. Cette délégation reste personnelle. Le maire doit rendre compte des décisions prises à chaque réunion du conseil municipal en application de l'article L. 2122-23 du CGCT. En l'absence ou d'empêchement du maire, ses compétences seront exercées par son premier adjoint. Par ailleurs, en application de l'article L. 2122-18 du CGCT, le maire peut subdéléguer les attributions ci-dessous énoncées à un adjoint lorsque celle-ci est prévue dans la délégation de fonction de ce dernier. Il est donc proposé de confier à Monsieur le maire les délégations énumérées dans la note de synthèse. Pour précision, les 4 délégations suivantes prévues par l'article L. 22-22 n'ont pas été reprises et restent donc soumises à l'approbation du conseil municipal. La délégation relative aux emprunts destinée au financement des investissements, la délégation relative aux expropriations pour cause d'utilité publique,
la délégation relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, la délégation relative à la participation du public par voie électronique prévue par le Code de l'environnement. Parmi les 25 délégations données au maire, 2 ont nécessité les encadrements suivants. Un plafond de 300 000 € concernant la réalisation de lignes de trésorerie. Il s'agit ici de concours bancaires de très court terme qui permettent de mobiliser rapidement des fonds pour un besoin immédiat de liquidité et de les rembourser dès que possible par le biais d'un contrat fixant les conditions, montant maximum, durée, date de remboursement, conditions financières. Un seuil de 200 000 € concernant les demandes de subventions faites par la commune auprès du conseil départemental régional. Ainsi, les demandes d'un montant supérieur nécessiteront un passage devant le conseil municipal. Le conseil municipal est appelé à délibérer pour abroger et remplacer la délibération numéro 2017-172 du 12 juillet 2017 portant délégation du conseil municipal au maire, approuver les délégations au maire telles qu'énumérées dans la note de synthèse, autoriser le suppléant à exercer les délégations confiées au maire durant l'absence ou l'empêchement de ce dernier, autoriser le maire à subdéléguer les dites attributions à un adjoint en application de l'article L. 2122-18 du CGCT. Nous allons procéder au vote. Qui a des remarques? Oui. Oui, ça marche avec le masque. Ce doit être quelque chose qui doit être assujetti au conseil municipal. Et dernière remarque concernant ce que l'on a signé au précédent conseil municipal et que nous avons tous adopté à l'unanimité, c'est la charte sur le conflit d'intérêts et le point de fixer les rémunérations et de régler les frais honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. J'ai rien contre Xavier, mais étant donné qu'on a un notaire dans l'Assemblée, ce qui n'était pas le cas lors de la précédente mandature, je souhaiterais que ce point-là soit aménagé également. Voilà. Bien, merci Jean-Christophe. Alors pour les prochains intervenants, baissez vos masques, bien qu'on soit très connu, mais c'est plus audible, je pense. Alors Jean-Christophe, merci pour ces questions qui ont été notées avec précision par notre secrétaire de séance et nous nous engageons à y répondre la prochaine fois. À la prochaine séance, il faudra noter qu'à chaque question, une réponse factuelle et précise est obligatoire, bien évidemment. Nous répondrons à ces 3 points avec précision et nous vous donnerons une réponse lors de notre prochain conseil. 4 questions, pardon. Jean-François, vous avez noté les questions? Bien, donc oui, alors on me signale à l'instant que les administratifs qui sont derrière sont toujours d'une extrême grande efficacité, ont marqué à la virgule les questions posées par Jean-Christophe. Donc je vous propose de voter. On commence. Donc qui est contre? Qui s'abstient? La délégation du conseil municipal au maire
qu'elle présente ci-dessus, excusez-moi, est votée à la majorité. Je passe la parole à présent à Madame Valérie Garinaud pour les deux suivantes délibérations. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, première délibération, donc la fixation du nombre des membres du conseil d'administration du CCAS. En application des articles L.123-6, R.123-7 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, CCAS, doit respecter dans sa composition une obligation de parité, à savoir être composé en un nombre égal d'administrateurs issus de la société civile et d'administrateurs issus du conseil municipal. On parle ainsi d'administrateurs nommés pour les premiers et d'administrateurs élus pour les seconds. Le nombre des membres du conseil d'administration CCAS est fixé par le conseil municipal. Ces membres sont désignés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce dernier. Conformément à l'article R.123-7 du Code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration comprend, en plus du maire, qui en est président de droit, au maximum 8 membres élus et 8 membres nommés. Il résulte de ce qui précède que doivent être désignés en nombre égal 4 à 8 administrateurs nommés par le maire, 4 à 8 administrateurs élus parmi et par le conseil municipal, auquel s'ajoute bien évidemment le président du CCAS. Donc je vous propose de fixer à 12 le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS, en plus de Monsieur le maire, qui est président de droit, étant entendu que 6 personnes seront désignées par le conseil municipal parmi ces membres et 6 personnes seront nommées par arrêté du maire. Donc nous allons procéder au vote. Qui a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la présente délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. La délibération suivante a pour objet de désigner les administrateurs élus du CCAS. Alors, élection des membres élus du CCAS. Donc, faisant suite à la délibération précédente, le conseil municipal doit procéder à l'élection de 6 délégués parmi ses membres. Donc, suite à un accord consensuel avec les élus de l'opposition, une liste unique de candidats ayant vocation à assurer la représentation proportionnelle du conseil municipal a été déposée comme suit. Donc, Valérie Garinaud, Chantal Guillonnet, Robert Barnakian, Virginie Julien, Jean-François Marza, Daniel Livon. Alors, y a-t-il d'autres candidatures? Non. Donc, je vous invite à procéder au vote à l'aide des bulletins et enveloppes positionnés à vos places, dont l'urne va circuler autour de la table. Et j'inviterai ensuite messieurs Barnakian et Laziosi à procéder au dépouillement. Le masque, ça m'a donné chaud. Comment? J'ai signé déjà. Oui, je vais passer à Nimbus. Merci.
j'ai pas signé là, j'ai oublié. Non, j'ai pas tout signé. Nous avons 29 enveloppes. Non, elle est faite avec la tienne. Bulletins, 29 bulletins, tout est parfait. Donc la liste des membres est élue à l'unanimité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. Élection des membres de la commission d'appel d'offres et adjudication. L'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, auquel l'article L. 1414-2 du même code renvoie, prévoit que les commissions d'appel d'offres pour les communes de plus de 3 500 habitants et plus sont constituées par le maire ou son représentant président, 5 membres du conseil municipal, élus en son sein en représentation proportionnelle et au plus fort reste. Selon les mêmes modalités, les suppléants sont élus en nombre égal à celui des titulaires. Il est précisé que le comptable public et un représentant du directeur général, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes peuvent être invités à participer aux réunions avec voix consultative seulement. Et de même que les agents communaux compétents dans le domaine concerné, directeur des marchés publics, directeur général des services, directeur ou chef de service concerné par le marché.
Le conseil municipal doit procéder à l'élection de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, appelés à siéger à la commission d'appel d'offres et adjudication en son sein. Suite à un accord consensuel avec les élus de l'opposition, une liste unique de candidats ayant vocation à assurer la représentation proportionnelle au conseil municipal a été déposée comme suit. Titulaires, Luc Retaille, Virginie Julien, Stéphane Burgio, Anne-Sophie Douce, Jean-Christophe Trappi. Suppléants, Véronique Battaglia, Francis Derkersparian, Nathalie Garcia, Jean-François Marza, Daniel Livon. Y a-t-il d'autres candidatures? Je vous invite à procéder au vote à l'aide des bulletins et enveloppes positionnés à vos places. L'urne va circuler autour de la table. J'inviterai ensuite M. Barnakian et Laziosi à procéder au dépouillement. Merci. Vingt-neuf enveloppes.
Non, c'est bon, tout est parfait. La liste des membres de la commission d'appel d'offres est élue à l'unanimité est la suivante. Titulaire Luc Retaille, Virginie Julien, Stéphane Burgio, Anne-Sophie Douce, Jean-Christophe Trappi. Suppléant Véronique Battaglia, Francis Der-Kasparian, Nathalie Garcia, Jean-François Marza, Daniel Livon. Merci. Élection des membres de la commission d'ouverture des plis pour délégation de services publics et concessions. Je rappelle à l'Assemblée que l'article 1411-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que pour toute délégation de services publics locale, les plis contenant les offres doivent être ouverts par une commission composée de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics, le maire ou son représentant, président, 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein au scrutin de liste à représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Selon les mêmes modalités, les suppléants sont élus en nombre égaux à celui des titulaires, peuvent participer à la commission avec voix consultative un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le président de la commission en raison de leurs compétences. Le conseil municipal doit procéder à l'élection de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants appelés à siéger à la commission d'ouverture des plis pour délégation de services publics et de concessions en son sein. Suite à un accord consensuel avec les élus de l'opposition, une liste unique de candidats ayant vocation à assurer la représentation proportionnelle du conseil municipal a été déposée comme suit. Titulaires Véronique Battaglia, Anne-Sophie Douce, Luc Retaille, Virginie Julien, Jean-Christophe Trappi. Suppléants Valérie Garino, Stéphane Burgio, Sylvie Uriot, Jean-François Marza, Daniel Livon. Y a-t-il d'autres candidatures? Je vous invite à procéder au vote à l'aide des bulletins et enveloppes positionnés à vos places. L'urne va circuler autour de la table et j'invite ensuite messieurs Barnakian et Laziosi à procéder au dépouillement. Merci. Encore une fois, le compte est bon. 29 enveloppes.
Parfait. Tout est complet. Merci. La liste des membres de la commission d'ouverture des plis pour délégation de services publics et concessions est élue à l'unanimité. Les titulaires sont Véronique Battaglia, Anne-Sophie Douce, Luc Retailleau, Virginie Julien, Jean-Christophe Trappi. Suppléants, Valérie Garino, Stéphane Burgeot, Sylvie Riot, Jean-François Marza, Daniel Livon. Merci. Je passe la parole à Monsieur le maire pour la prochaine délibération. Les articles 21-22 du Code général des collectivités territoriales permettent au conseil municipal de constituer des commissions d'instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. Et ces commissions municipales peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat de conseil. Ces instances sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours suivant leur constitution ou, à plus bref délai, à la demande de la majorité des membres qui les composent. Lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les différentes commissions municipales, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, devront être composées de façon à ce que soit recherché, dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l'Assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent. Conformément à l'article 21 du Code général des collectivités territoriales, les membres sont désignés par vote à bulletin secret. Toutefois, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations. Je vous propose ainsi de procéder aux nominations des membres de l'ensemble des commissions municipales par un vote à main levée. Qui a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, nous procéderons au vote à main levée à l'unanimité. Le conseil municipal ayant approuvé à l'unanimité le scrutin ouvert, nous allons donc procéder au vote des commissions suivantes. Premièrement, première commission, environnement. Les personnes suivantes se sont portées candidates. Monsieur Dominique Louis, Monsieur Francis Dercasparian, Monsieur Robert Mardinquian, Madame Sylvie Rouveran, Madame Déborah Michel, Monsieur Jean-François Marza. Je soumets cette liste au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La liste présentée a été votée à l'unanimité. Je vous remercie. La commission finances. Les personnes suivantes se sont portées candidates. Monsieur Denis Galis, Madame Anne-Marie Pellier, Monsieur Frédéric Bérard, Monsieur Luc Retailleau, Monsieur Jean-Christophe Trappi, Monsieur Jean-François Marza. Je soumets cette liste à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La liste présentée pour la commission finances est élue à l'unanimité. Troisième commission, commission portuaire. Les personnes suivantes se sont portées candidates. Monsieur Dominique Louis, Monsieur Denis Galis, Monsieur Stéphane Burgeot, Monsieur Francis Dercasparian, Madame Michèle Caradia, Monsieur Jean-François Marza. Je soumets cette liste au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La liste présentée pour la commission portuaire est élue à l'unanimité. À la majorité, pardon. Quatrième liste, commission sport et vie associative, à l'unanimité, pardon, autant pour moi. Les personnes suivantes se sont portées candidates. Monsieur Francis Dercasparian, Monsieur Frédéric Bérard, Madame Virginie Julien, Madame Céline Ciano, Monsieur Arnaud Montagnac, Monsieur Jean-François Marza. Je soumets cette liste au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La liste présentée, donc, est adoptée à l'unanimité. Cinquième et dernière commission. Commission d'urbanisme. Les personnes suivantes se sont portées candidates. Madame Anne-Sophie Douce, Monsieur Xavier Colonna, Monsieur Stéphane Burgeot, Madame Anne-Marie Pellier,
Madame Sylvie Rouveran, Monsieur Jean-Christophe Trappy et Monsieur Jean-François Marza. Je soumets cette liste au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La liste présentée, donc, est élue à l'unanimité. Je passe à présent la parole à Monsieur Francis Darcasparian pour la désignation des représentants du syndicat mixte du parc marin de la Côte Bleue. Merci, Monsieur le maire. Je vous précise que les syndicats mixtes dits ouverts, ceux constitués de personnes morales entre autres que les communes et ou les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent être constitués par accord entre diverses institutions d'utilité commune. Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités. Ils sont régis par des règles législatives souples qui laissent au statut la possibilité de définir les conditions particulières de leur constitution et les modalités de leur fonctionnement. Ainsi, ils ne sont pas concernés, sauf disposition expresse dans leur statut, par l'obligation de fixer leur réunion d'installation à une date déterminée. L'article L. 5721-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixé par les statuts. Le bureau du syndicat mixte du parc marin de la Côte Bleue comprend. Excusez-moi. Je l'ai perdu. Non, je l'ai perdu. 10, 11. Ah oui, voilà. Ouais. Un président et un premier vice-président choisis parmi les représentants des communes fondatrices, Carry-le-Rouet, Ansuès-la-Redonne, Martigues, Le Rove, Saucé-les-Pins. Un deuxième vice-président représentant le Conseil régional Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et un troisième vice-président représentant le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et un secrétaire. Conformément au statut du syndicat mixte du parc marin, il convient d'élire un représentant titulaire et 2 suppléants. Le représentant titulaire étant appelé à assurer, selon un tour de rôle statutaire, la vice-présidence puis la présidence du syndicat mixte. Je vous invite donc à désigner Dominique Louis en tant que représentant titulaire, Denis Galis et Francine Darcasparian en tant que représentants suppléants du syndicat mixte du parc marin de la Côte Bleue. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Monsieur Dominique Louis est désigné en tant que représentant titulaire et Messieurs Denis Galis et Francis Darcasparian en tant que représentants suppléants du syndicat mixte du parc marin. À vous. Bien, merci. Pour information, j'ai oublié deux choses j'ai oublié une petite 3 lignes concernant les deux commissions. La commission d'action sociale annoncée dans la note de synthèse a été supprimée. En effet, l'action sociale relève de la compétence du CCAS qui délibère par son conseil d'administration. En ce qui concerne le tourisme, une commission extra-municipale sera instituée. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai rectifié cet oubli, je passe la parole à M. Luc Retailleau pour la désignation des membres des commissions et suivi de site et de la commission communale des impôts directs. Merci, Monsieur le maire. Désignation des membres de la commission de suivi du site plateforme Lavera. Le décret numéro 2012-189 du 7 février 2012 crée les commissions de suivi des sites, CSS, qui se substituent aux anciennes commissions locales d'information et de surveillance, CLIS, issues de la loi de 1975 sur les déchets et aux comités locaux d'information et de concertation, CLIC, issues de la loi de 2003 sur les risques technologiques. La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des 5 collèges suivants, administration d'État, élus de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale concernés, riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée, exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant, salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée. Le collège administration de l'État comprend au moins le représentant de l'État dans le département où est sise l'installation classée ou son représentant, ainsi que le service en charge de l'inspection des installations classées. Il peut comprendre un représentant de l'Agence régionale de la santé.
Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du Code du travail pour les installations relevant du ministère de la Défense. Ces représentants peuvent être des personnels militaires des installations classées pour lesquelles la commission a été créée. Outre les membres des 5 collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées. Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de 5 ans. Le conseil municipal est appelé à procéder à la désignation du membre titulaire et du membre suppléant pour siéger à la commission de suivi du site de la plateforme de l'Avera, située à Martigues, en vue de la communication au préfet du Bouches-du-Rhône. Je vous invite à désigner Dominique Louis en tant que représentant titulaire et M. Jean-François Marza en tant que représentant suppléant de la commission de suivi de site de la plateforme de l'Avera. Qui a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? M. Dominique Louis est désigné en tant que représentant titulaire et M. Jean-François Marza en tant que représentant suppléant de la commission de suivi du site plateforme de l'Avera à l'unanimité. Désignation de membres de la commission de suivi du site Total Raffinage France. Je propose à l'Assemblée de procéder de la même manière pour la commission de suivi Total Raffinage France située à Châteauneuf-les-Martigues. Je vous invite à désigner Dominique Louis en tant que représentant titulaire et Francis Descarparian, représentant suppléant de la commission de suivi de site de Total Raffinage France. Qui a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Dominique Louis est désigné en tant que représentant titulaire et Monsieur Francis Descarparian en tant que représentant suppléant de la commission de suivi de Total Raffinage France, du site Total Raffinage France, à l'unanimité. Désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Conformément au 1 de l'article 1650 du Code général des impôts, une commission communale des impôts directs, CCID, doit être instituée dans chaque commune. Cette commission est composée du maire ou d'un adjoint délégué, président de la commission, de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si la population de commune est inférieure à 2000 habitants, et de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants dans les autres cas. La durée du mandat de la commission est la même que celle du mandat du conseiller municipal. Cette commission a notamment pour rôle majeur de donner à chaque année son avis sur les modifications d'évaluation ou nouvelle évaluation des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d'évaluation, secteur, tarifs ou coefficients de localisation. Le conseil municipal est appelé à procéder à la désignation de 32 membres proposés pour siéger à la commission communale des impôts directs. Actuellement, la liste est la suivante: M. Colonna Xavier, Mme Ciano Céline, Mme Bateglia Véronique, Mme Julien Virginie, M. Laziosi Jean-François, Mme Nosal Patricia, Mme Rouveran Sylvie, Mme Pellier Anne-Marie, M. Galis Denis, Madame Guillonnet Chantal, Monsieur Retaille Luc. On n'a pas la totalité des membres, auquel cas il est rappelé que si la liste est incomplète, le directeur départemental régional des finances publiques sera amené à désigner d'office des commissaires conformément à la loi. Y a-t-il d'autres candidats à cette commission? Monsieur Marza. D'autres candidats? Monsieur Bérard. D'autres? La liste suivante des personnes inscrites au rôle des impôts locaux est proposée. Je précise que l'ordre des personnes indiquées sur la liste n'a qu'une valeur indicative. Il ne préjuge pas que les personnes seront désignées commissaires titulaires ou commissaires suppléants par le directeur départemental ou régional des finances publiques. Ce sera la surprise. Donc, le maire étant membre de droit de la CCID, il n'est bien sûr pas mentionné dans cette liste, vous en conviendrez. Monsieur Colonna Xavier, Madame Ciano Céline, Madame Bateglia Véronique, Madame Julien Virginie, Monsieur Laziosi Jean-François, Madame Nosal Patricia, Madame Rouveran Sylvie, Madame Pellier Anne-Marie, Monsieur Denis Galis, Madame Guillonnet Chantal, Monsieur Retaille Luc, Monsieur Marza
Jean-François et M. Bérard, Frédéric. Qui a des remarques? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette liste désignée sera soumise à l'administration fiscale qui procédera à la nomination des membres de la CCID. Cette liste a été votée à l'unanimité. Je vous laisse la parole, Monsieur le maire. Je passe à présent la parole à Madame Anne-Marie Pellier pour la désignation des représentants des comités de jumelage italiens et allemands. Alors, j'informe le conseil municipal que le principe de jumelage entre la commune de Carry-le-Rouet et la commune de Dietz-Mansried a été voté par le conseil municipal le 27 juin 1987. Je vous propose de nommer 2 délégués parmi les membres du conseil municipal pour représenter la commune dans toutes les manifestations officielles du dit jumelage. J'informe également le conseil municipal que lors de sa séance du 30 mai 2017, le conseil municipal a concrétisé le jumelage avec la commune de Castell'Arquato en Italie. Je vous propose ainsi de nommer 2 délégués parmi les membres du conseil pour représenter la commune dans toutes les manifestations officielles du dit jumelage. Le conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver la désignation de M. Galis et Mme Nozal pour le comité de jumelage avec la commune de Dietz-Mansried, Mme Rouveran et Mme Pellier pour le comité de jumelage avec la commune de Castell'Arquato. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, on recommence. Qui est contre? Bien évidemment, Déborah, je vous donne la parole, bien évidemment. Merci. Voilà, c'est juste la remarque que je voulais faire. J'aurais aimé postuler pour cette commission. Alors, est-ce qu'il est possible d'intégrer Déborah ou bien c'est uniquement 2 personnes? Bien. Mais je pense que vous pouvez très bien... Bien sûr. Je me remets à Anne-Marie Pellier. Je pense quand même qu'on pourra associer Déborah oui, Michel. Oui, tout à fait, oui. On se voit après, puis on en parle si tu veux. Hein. Voilà. Hein? Déborah, je vous invite à vous rapprocher de Madame Pellier pour, voilà. pour trouver un accord. Je suis certain qu'on en trouvera un. Pas de problème. Donc, d'autres remarques? Alors, on reprend. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, les personnes précitées sont désignées en tant que membres des comités de jumelage à l'unanimité. Merci. La parole à présent est à M. Denis Galis pour les délibérations relatives au budget. Merci, Monsieur le maire. Bien, mesdames et messieurs, je pense que vous conviendrez avec moi que cette année, la présentation du budget revêt un caractère tout particulier. En effet, suite aux conséquences du Covid-19, nous allons parler du budget 2020 le 23 juillet, soit après 7 mois d'exercice. Donc ce sera plus une continuité du budget de l'ancienne majorité, au sein de laquelle, vous le savez, il y avait 8 élus de la liste majoritaire actuelle et 3 de l'ancienne majorité. En fait, on finit l'année sur la lancée. Nous allons présenter ce budget qui fera l'objet certainement d'un budget modificatif pour quelques rubriques en octobre. Le plus important sera le budget de 2021 et je compte, avec la commission des finances dont vous avez pris connaissance, faire une prospective sur au moins 3 ans si possible. Ceci étant, il est de règle, avant de voter un budget proprement dit, d'apporter à la connaissance des conseillers, dans un délai de 2 mois précédant le vote du budget, un rapport d'orientation budgétaire. Et le débat d'orientation budgétaire s'appuie sur ce rapport que tous les conseillers ont reçu. Et un grand merci au staff financier qui a rédigé ce rapport excellent de 30 pages. Mais le contexte de la crise sanitaire a nécessité des aménagements. C'est ainsi
que pour l'exercice 2020, le débat d'orientation budgétaire peut être tenu le même jour que le vote du budget. C'est ce que nous faisons donc aujourd'hui. Donc, je vais enclencher sur le débat d'orientation budgétaire. Pour 2020, l'année, on l'a dit, est marquée par la crise du Covid-19 et nous savons tous que les incidences sociales, économiques et financières de cette crise sont importantes et peut-être pas terminées. Concernant les finances de la mairie, les recettes diminuent, en particulier les recettes de jeu. Le budget 2020 bénéficie cependant de 3 680 637,54 € de reprise de fonctionnement de 2019. Mais l'exercice 2020, du fait principalement des conséquences de la crise sanitaire, présente un déficit de 919 378 €, je passe les centimes. Sachant tout de même, c'est important, que sur ces 900 000 €, il y a au moins 500 000 € qui ne concernent pas l'exercice 2020. C'est-à-dire, il y a 145 000 € pour un litige en provision, 215 000 € de charges exceptionnelles et 140 000 € d'imprévus. Donc, si vous voulez, on peut considérer que le déficit serait que de 500 000 €. Sachant également que dans le prévisionnel, nous avons été très pessimistes sur les recettes. Si habituellement les recettes du casino sont de l'ordre de 2 400 000 €, cette année on a prévu 1 600 000 €. Vous voyez donc déjà la différence. Il est sûr qu'à ce jour, les recettes du casino ne sont pas en conformité à ce qu'elles étaient actuellement ou habituellement. Elles ont été légèrement inférieures, mais nous pensons qu'avec la reprise, elles vont permettre de rattraper les 1 600 000 € et même on devrait dépasser les 1 600 000 € de recettes au niveau des jeux. Pour continuer, donc, le financement des 3 680 000 € dont je vous ai parlé, additionné aux subventions et remboursements de travaux à hauteur de 1 676 000 €, permet de projeter un programme de dépenses à hauteur de 5 404 000 €. L'année 2020, donc les 5 mois à venir, verra l'accélération des travaux du gymnase et bien entendu, nous devons faire le maximum d'efforts pour maîtriser nos dépenses. Concernant le gymnase, il ne faudra pas dépasser l'enveloppe prévue. Monsieur Cubillet me regarde des yeux. Pour toute ma tâche, je serai aidé dans mes fonctions, en particulier avec Frédéric Bérard, mais qui travaille, qui n'est pas trop disponible, et Luc Retail, qui est beaucoup plus disponible. Voilà, donc ceci est donc le rapport d'orientation budgétaire. Normalement, le conseil municipal est appelé à délibérer pour prendre acte du débat budgétaire d'orientation, faisant suite à la présentation du rapport si annexé. Il suffit de prendre acte. S'il n'y a pas de questions, vous prenez acte. On vote. Et nous allons procéder au vote du budget. C'est pas du budget, c'est du débat d'orientation budgétaire. Voilà. Débat d'orientation budgétaire. Voilà, du débat d'autorisation budgétaire. Très bien. Je vous propose nous votons comment? À main levée? Main levée. Qui est pour? Qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Alors, on va reprendre. Nous allons reprendre. Voilà. Alors, on va reformuler. Normalement, il n'y a pas de vote. Ah ben, ça tombe bien. Voilà. Alors, on devait voter, mais il n'y a pas de vote. Monsieur le directeur général des services, vous m'avez troublé. Il vaut mieux voter. Allez, bon. Je me plie aux exigences de l'administration. Alors, je me plie donc aux exigences de l'administration, puisque la loi, c'est la loi. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Un blanc. Nous vous écoutons. Bien. Ensuite, nous allons parler de l'adoption du compte de gestion 2019. Bon, ça, il s'agit de l'exercice budgétaire 2019 établi par Monsieur le trésorier payeur principal de Martigues, trésorier de la ville de Carry-le-Rouet. Considérant que le dit compte de gestion 2019 correspond au résultat du compte administratif 2019. Donc le compte de gestion arrêté tel qu'il est établi un résultat de clôture de l'exercice 2019. Un excédent d'investissement
de 693 215,91 €, un excédent de fonctionnement de 3 680 637,54 €, soit un résultat de clôture excédentaire de 4 373 853,45 €. Donc le conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver le compte de gestion 2019 établi par monsieur le trésorier payeur principal. Je rajouterai, sauf erreur de ma part, monsieur Lionel Laverne, qu'en général, le maire présent devrait sortir, mais il n'est plus là, puisque c'était monsieur Montagnac. Donc, si vous voulez voter pour approuver le compte de gestion établi par monsieur le trésorier principal. Alors, je vais demander qui s'abstient. Qui est contre? Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Oui. Alors, il est logique, je tiens à le préciser, que certaines personnes de ce conseil municipal s'abstiennent puisqu'elles ne participaient pas à la gestion de l'exercice 2019, ce qui est tout à fait logique. Je vous laisse compter le service. Ah ouais. Oh, le nom, c'est pas bon. Bon, et maintenant je vais demander qui est pour. C'est bon? Bien, alors ensuite nous allons passer à l'adoption du compte administratif 2019. Donc, j'expose qu'il convient d'adopter le compte administratif de l'exercice budgétaire 2019 qui a été exécuté par M. Jean Montagnac, maire sortant de la commune durant l'année 2019. Alors, le compte administratif fait ressortir les éléments synthétiques suivants. Je vais essayer d'être vite, c'est un peu rébarbatif. Alors, fonctionnement. Si vous voulez, je prends le montant global, si vous êtes d'accord. Personne n'est contre? Alors, résultat de clôture 2019, 3 680 637,54 €. Investissement, résultat de clôture, y compris les restes à réaliser, 440 473,35 €. Toute section, résultat de clôture hors RAR, 4 373 853,45 € et avec IRAR, 4 125 110,89 €. Voilà. Donc, on est appelé également à délibérer pour adopter le compte administratif si annexé. Donc, je vais faire la même chose. Je vais nous demander qui... Allez. Commentaire. Un micro pour M. Rostry, s'il vous plaît. Bien, je vous remercie. Oui, je voudrais simplement apporter un complément d'information à cette Assemblée, puisque tout le monde n'a pas forcément le recul et l'historique de ce qui s'est passé dans les finances communales. Je crois être bien placé pour pouvoir le faire. Donc, comme l'indique le compte administratif dont Denis vient de parler, la commune dispose d'une réserve financière de 4 125 000 €. Grosso modo, 6 mois de recettes. Ça, c'est le résultat de 6 années de gestion extrêmement prudente, qu'on m'a quelquefois reproché, et pour laquelle j'ai dû batailler tous les jours avec l'aide précieuse de notre directeur général des services, que je souhaite remercier une fois encore ici. Donc, le complément d'information que je veux vous apporter, c'est que lorsque nous avons commencé notre mandature il y a 6 ans, le compte administratif 2013, donc, faisait ressortir une réserve de 2 613 000 €. Donc, nous laissons une situation financière avec 1 500 000 € supplémentaires, ce qui est loin d'être négligeable. Et ce que je souhaite, et je ne souhaite qu'une chose, c'est que cette municipalité puisse en faire autant et que l'on ait un bilan aussi agréable à souligner dans 6 ans. Simplement, ce que je crains, c'est qu'au regard des décisions que vous allez nous soumettre dans la suite de l'ordre du jour, on ne soit déjà extrêmement mal parti. Mais ça, on en parlera au point suivant. Voilà le complément d'information que je voulais apporter. Je vous remercie. Merci, M. Rostry. Jean-Claude. Monsieur le maire, je poursuis.
Donc voilà, maintenant c'est la présentation du budget communal primitif 2020. Pardon. Donc pour le compte administratif, alors on en était là. Qui s'abstient? Qui est contre, si vous voulez? Qui est contre? Une voix contre. Qui s'abstient? Je pense que ça va être la même chose. Hein, d'accord. Et qui est pour? Bon, donc je vais vous présenter le budget communal primitif de 2020. Bon, je vous rappelle donc qu'il s'agit de poursuivre l'exercice qui a déjà commencé depuis 7 mois. Donc il nous reste 5 mois d'exercice pour ce budget. Alors je vous donne les sommes globales et puis après nous allons entrer dans les votes par chapitre ou par totalité des chapitres si vous préférez, si ça va un petit peu plus vite. Alors en section de fonctionnement, les dépenses pour ce budget sont de 11 633 414, recettes 11 633 414, section d'investissement, dépenses 5 627 766 et recettes 5 627 766. Alors, on est appelé à délibérer pour approuver le budget primitif de la commune pour l'exercice 2020, chapitre par chapitre, tant pour la section de fonctionnement que pour la section d'investissement. Donc, si vous voulez, je vais prendre les dépenses de fonctionnement. Alors, est-ce que vous voulez que je donne chapitre par chapitre ou est-ce que vous voulez que je prenne la totalité des chapitres? Oui. Alors j'ai bien entendu tout à l'heure les quelques explications sur les lignes générales du débat d'orientation budgétaire que je n'ai pas suivi et il s'en faut que je les suive de loin. Parce que la proposition de budget qui nous est faite... Je vous demande, s'il vous plaît, la régie d'augmenter le volume du micro de M. Austry parce que j'ai très mal, on entend très mal et je suis très, très attentif aux propos de M. Austry. Oui, je disais donc que pour le budget tel qu'il est présenté, il reste encore pratiquement 5 mois ou 6 mois à courir. C'est un budget je me permets d'insister, je n'entends pas. Allô? Merci. Allô voilà. Je peux parler beaucoup plus fort si vous voulez. Merci, M. Austry. Voilà, merci. Je vous en prie. Je vais garder mon micro devant. Oui, je disais que donc la proposition de budget de 2020, même s'il ne reste que 5 mois à courir, et dans la forme qui nous est présentée et les explications qui étaient données dans le débat d'orientation budgétaire, tout simplement inacceptable. Tout simplement inacceptable. Si le budget doit être la traduction d'une volonté politique, celle-ci est proche de la banqueroute. Même avec les éléments exceptionnels qui ont été soulignés, présenter un budget en déficit, en considérant que les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement, même à hauteur de 500 000 €, c'est une grande première. C'est une grande première. Donc, ce que je vois des chiffres qui ont été retravaillés rapidement, parce que j'avais pu préparer cet exercice bien avant, vous le savez, c'est qu'on a laissé et qu'on laisse filer 300 000 € dans les dépenses, sans que j'ai vraiment de compréhension du pourquoi de cela, mais on y reviendra. Il y a d'autres points dans l'ordre du jour qui en souligneront certaines. Alors que l'on est exposé, comme ça a été indiqué, à une baisse dramatique des recettes de notre commune. Ça pourra aller entre quelque chose comme 1 500 000 € jusqu'à 2 300 000 €. C'est ce qui a été reflété dans le budget. Ce n'est pas moi qui vais vous taxer d'excès de prudence, c'est une mère de sûreté, donc je ne peux qu'approuver ce sens-là. Mais c'est beaucoup plus sur le manque de volontarisme quant au contrôle des dépenses que porte mon point, que sur autre chose. Donc, à mes yeux, ça frise le laxisme. Laisser courir les dépenses alors que les recettes s'effondrent, dans n'importe quel ménage, on sait ce que ça signifie.
Ça s'appelle une banqueroute, à terme. Donc, je vais en arrêter là parce que je ne veux pas faire une longue démonstration. Moi, je considère que ce budget est totalement à refaire, et j'appelle de mes voeux le budget que vous allez nous présenter, le budget complémentaire à la rentrée, qui, je l'espère, remettra et rétablira la situation financière pour qu'elle reste saine au sein de notre commune. Parce que là, on n'en prend vraiment pas le chemin. Voilà, je vous remercie. Avant de passer, Monsieur Austry, avant de passer la parole à l'adjoint aux finances, le maire tient à s'adresser à vous. Monsieur Austry, vous faites un constat que je respecte et je vous félicite d'ailleurs pour votre gestion irréprochable pendant toutes ces mandatures. Et je crois que c'est monsieur le professeur Pierre Payne qui vous a mis le pied à l'étrier, si je ne m'abuse. Et il a bien fait. Ils m'en parlaient encore hier après-midi, je l'ai eu au téléphone. Il ne peut que se réjouir de votre présence dans l'opposition actuellement. Monsieur Austry, vous avez, à mon sens, des propos qui me semblent bien alarmistes pour un homme qui a souvent le sourire. Ça m'étonne. Mais enfin, moi je vois plutôt un navire un peu plus meilleur que vous ne le présagez. Il me semble que nous sommes aux affaires depuis à peine 3 semaines. Je vous le rappelle, nous n'avons pas dépensé 400 000 € depuis 3 semaines. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de faire preuve de raison quant à l'analyse de la situation actuelle et d'attendre effectivement le budget supplémentaire que l'on va vous proposer au mois d'octobre avant de tirer sur le pianiste. Je vous demande, s'il vous plaît, monsieur Austry, de ne pas commencer. Je passe la parole à l'adjoint aux finances. Oui. Je dirais que nous avons essuyé, on en a parlé, un contexte assez difficile avec ce Covid qui a effectivement pénalisé énormément nos recettes. Il y a quand même un point sur lequel je n'étais pas du tout d'accord avec vous, monsieur Austry, c'est votre façon de gérer les finances de la mairie, c'est vrai. Parce que quand vous êtes permis de diminuer le taux des impôts communaux de 0,5% par an, et nous continuons à perdre 35 000 € tous les ans à cause de ça, alors qu'on avait un projet d'investissement d'un gymnase de 2 700 000, moi je dis que là, ce n'est pas non plus la bonne gestion. Donc nous aurons des échanges à faire tous les deux pour voir quelle est la meilleure solution à adopter pour arriver à une bonne gestion des finances de notre commune. Voilà. Ceci étant, si vous voulez, je vais faire passer au budget proprement dit des dépenses et des recettes de fonctionnement. Alors, je vais prendre chapitre par chapitre. Ce sera peut-être un peu long, mais c'est mieux que tout le monde ait les connaissances de ce qui est chiffré. Alors, pour les dépenses de fonctionnement, vous avez le chapitre 011, charges à caractère général. Je vais arrondir les chiffres. Hein. C'est 2 365 000. Je vous passe les centimes, si vous voulez. C'est peut-être pas la peine. Alors, par contre, il faut voter ligne par ligne. Alors, normalement, je vais vous demander de voter ligne par ligne. Alors, qui s'abstient pour le chapitre 011, d'abord? Qui s'abstient? Qui est contre? On peut qui est pour? Qui est pour? Je vais faire si tu veux, c'est pareil. Qui s'abstient? Personne, c'est pour ça. Chapitre 12, charges de personnel, 4 220 000. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Chapitre 014, atténuation de produits, 987 892. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 733 400. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Donc je vais passer aux charges financières. Chapitre 66, 239 600. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Chapitre 67, charges 68, dotation provision semi-budgétaire, 145 000. Qui est contre? Qui est pour? Dépenses imprévues, 167 674. Qui est contre? Qui est pour? Total des dépenses réelles de fonctionnement, 8 858 000. Total des dépenses d'ordre de fonctionnement, on arrive donc à 11 633 414. Ça fait donc la somme des dépenses qu'on vient de voter ou de ne pas voter. Je vais passer maintenant aux recettes de fonctionnement. On va procéder de la même façon. Chapitre 13, atténuation de charges, 26 000. Qui est contre?
Il n'y a plus d'abstention. Qui est pour? Chapitre 70, 668 210. Qui est contre? Qui est pour? 73, impôts et taxes, 6073 069. Qui est contre? Qui est pour? Chapitre 74, dotation et participation, 655 056. Qui est contre? Qui est pour? Chapitre 75, autres produits de gestion, 258 588. Qui est contre? Qui est pour? Produit exceptionnel, 258 629. Qui est contre? Qui est pour? Le reste, c'est le total. Donc, nous arrivons à 11 633 414. Je vous remercie. On va passer au reste. La parole est à présent donnée à M. Francis Dercasparian pour l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations. Merci, Monsieur le maire. Considérant que les dossiers de demande de subvention transmis, je vous propose le versement de subventions de fonctionnement aux associations suivantes. Est-ce que vous voulez que je les cite ou je vais directement au total? Au total, merci. Donc, de toute façon, toutes les associations sont notées dans la note de synthèse pour les subventions de fonctionnement. La somme globale est de 141 450 €. Donc, soit un montant total de... Ouais, ça. La réactualisation des subventions se fera en octobre aussi, parce qu'il y a des associations qui ont eu le Covid, tout ça, donc il y aura une réactualisation des subventions en octobre. J'invite le conseil municipal donc à délibérer pour voter les subventions de fonctionnement précitées. Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2020 de la commune. Je soumets aux voix. Qui a des remarques? Je voudrais ne pas participer au vote, étant donné que pour des raisons de risque de conflit d'intérêts, je suis membre d'une association citée dans la liste. Pas de problème. Monsieur Jean-Christophe Trappi demande la parole. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Bon, je sais pas si... Oui, effectivement, je remercie monsieur Rittel, monsieur Barnakian de s'être retiré du vote, puisque effectivement, ce n'est pas les seuls, mais je reviens toujours, je fais un parallèle avec ce que je connais, c'est-à-dire l'ancienne mandature, même si on peut critiquer ou pas ce qui a été fait. Il n'empêche qu'il y avait un postulat qui avait été défini à l'époque, qui était que justement, un président d'association ne pouvait être élu au sein du conseil municipal, pour justement limiter le conflit d'intérêts. Donc c'était justement de savoir ce que vous comptiez faire à ce niveau-là. Et ma deuxième question, même si je suis pour effectivement les subventions aux associations, qu'on soit bien clair, puisque c'est la vie de la commune et c'est très important, dans le cadre des subventions, il y a les subventions qui sont d'ordre général et les subventions qui sont liées à un événement sportif ou culturel indépendant, et c'est des subventions qui sont ponctuelles. Ma question, c'est pour, par exemple, je vais en citer une, mais c'est la course Caro-Carry, pour laquelle, pour l'événement, l'organisation de l'événement, il y a une subvention de 1 500 €. On sait que cette course est annulée définitivement. Quid de la subvention? Alors, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais dans le contexte actuel, vous l'avez souligné très justement tout à l'heure, on cherche à faire des économies. Peut-être que, ou la ventiler sur d'autres associations qui en ont besoin, je ne sais pas, mais du coup, à mon sens, elle est nulle et non avenue, quoi. Voilà, merci. Merci de votre question, monsieur Jean-Christophe. Donc, de toute façon, la subvention de Caro-Carry ne sera pas versée. Elle ne sera pas reversée non plus aux autres associations. Ça sera une économie faite pour la commune de Carry-le-Rouet. Oui. Voilà. Donc, aucune subvention. Il y a aussi, tu as oublié la traversée à la course des canards. Si elle ne se fait pas, elle ne sera pas versée non plus la subvention. Donc, tout ce qui ne s'organisera pas ne sera pas versé. On la mettra au profit de la commune pour y gérer. Voilà. Je vous remercie. Donc, qui est contre? Ah, une remarque? Oui.
Mais quand on fait partie d'une association, ce n'est pas un problème. Hein. Et président, voilà, non, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération relative aux subventions de fonctionnement est adoptée donc à l'unanimité, moins 3 voix. Voilà. Je vous remercie. Le point 19 va être évoqué par M. Denis Galis. Il s'agit de la modification du phasage de l'autorisation de programme crédit de paiement, création d'un gymnase dans le quartier de la Loge. Je passe la parole à M. Denis Galis. Bien, je vais enlever mon masque. Bon, je vous rappelle que le montant total de l'opération du gymnase se monte à 6 804 000 €. Alors, je vous expose que compte tenu de la programmation technique des travaux de construction du gymnase et du montant effectif des crédits de paiement employés pour les réalisations cumulées antérieures au 1er janvier 2020, il convient de revoir le phasage des crédits de paiement de l'autorisation de programme. Concernant le financement de l'autorisation de programme, la tranche 2019 du contrat départemental 2016-2019 prévoit pour l'opération de construction du gymnase une subvention à hauteur de 2 670 000 €. Je rappelle que par l'avenant numéro 2 au contrat départemental, la première tranche de subvention 2018 allouée pour le gymnase était de 948 000 €. Et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a attribué à la commune une subvention de 200 000 €. Donc, le plan de financement est révisé comme suit. Nous avons un besoin de financement, dont autofinancement, ce qui va être payé par la commune. La commune va donc payer 1 870 635 €. On va récupérer de la TVA à hauteur de 1 115 365 €. On a les subventions pour 948 000 €, plus ce qu'on a redemandé, 2 670 000 €, plus la subvention dont je vous ai parlé de la région, 200 000 €, total 6 804 000 €. Vous êtes appelés à délibérer pour réviser donc le phasage dont je vous parlais, c'est-à-dire il se passerait de la façon suivante. Nous avons, au 1er janvier 2020, payé 439 773,51 €. Pour 2020, on prévoit 2 700 000 €. Alors là, je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas, moi aussi j'ai voulu comprendre, ces 2 700 000 €, c'est une ligne budgétaire que l'on inscrit, mais on ne va pas dépenser 2 700 000 €. On va recevoir des subventions qui iront dans une autre ligne, qui viendront donc en déduction de ces 2 700 000 €. Pour 2021, on a 2 500 000 €. Pour 2022, 1 164 226,49 €. Total, 6 804 000 €. Voilà, donc nous sommes appelés à délibérer pour ce phasage des crédits de paiement. Donc je vais demander qui s'abstient, qui est contre. Oui. Alors, comme ça a été précisé, et c'est d'ailleurs dans l'intitulé de la colonne qui concerne cette partie extrêmement importante du financement de ce projet, les 2 670 000 € de subventions n'ont pas encore été, et loin s'en faut, approuvés par le département. On en est à au troisième report de date de commission d'attribution de cette subvention. Je sais bien que les promesses rendent les enfants heureux, mais on se doit d'être prudent. Donc ma question est simple, c'est que logiquement, d'ici la fin de ce mois, on devrait avoir une réponse, positive ou négative, je l'espère, ou encore un renvoi pour une énième raison. Donc si par malheur cette subvention n'était pas approuvée par la commission d'attribution de département, qui, comme les communes, a souffert énormément du Covid-19 et qui peut regarder ses finances avec un œil très différent de celui avec lequel il le regardait il y a 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas mettre les finances de la commune à genoux avant moins d'1 an? Monsieur Austry, je pense que je ne réponds pas en lieu et place de mon adjoint aux finances, de notre adjoint aux finances. Je vais passer la parole à Madame Valérie Garino, qui est adjointe au CCRS et qui est conseillère départementale et qui suit avec moi
ce dossier au plus près. Et il va peut-être vous annoncer quelques nouvelles qui me semblent excellentes. Oui, Monsieur Ostry, si j'ai bien compris votre question, vous me demandez si la dernière tranche du contrat départemental va passer au niveau du conseil départemental. Alors sachez que cette semaine, nous avons eu une commission thématique et que demain, nous avons une commission permanente. Et effectivement, il y a le contrat départemental. Voilà. Donc ce qui veut... C'est à l'ordre du jour, demain après-midi, tout à fait. Oui, nous avons une séance publique et une commission permanente. Pardon? Tout à fait, tout à fait. Nous allons rester très positifs, Monsieur Ostry. Je reste très positive. Voilà. Voilà. Monsieur Galis, continuez, s'il vous plaît. Bien. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une provision pour contentieux. Ah, pardon. Exact. Donc, je reviens au sujet précédent concernant le phasage des crédits. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci, je vous remercie. Donc, je passe maintenant à la question numéro 20. Voilà, si vous voulez, il est rendu obligatoire pour les communes la constitution de provisions pour les risques afférents aux litiges et contentieux. Cette provision est constituée dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité, à la hauteur du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter, en fonction du risque financier encouru. Elle est maintenue et ajustée si nécessaire jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif. Je vous en parlais tout à l'heure, au niveau des 900 000 €, il fallait déduire ce montant-là. Par conséquent, dans les cas des différents litiges en cours, je propose au conseil municipal de constituer une provision pour litige de contentieux d'un montant de 145 000 € dans le cadre d'une affaire contre la commune de Cary en lieu avec les ressources humaines. Donc, vous êtes appelé à délibérer pour constituer une provision pour litige et contentieux de 145 000 €. Et cette provision sera inscrite au budget primitif 2020 de la commune, ce qui est déjà fait. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Monsieur le maire, j'en ai terminé. Monsieur Galis, merci. Nous allons passer au point 21 qui consiste à parler des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Mesdames et messieurs, nous devons à présent délibérer au sujet des indemnités de fonction de maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Les décisions relatives aux indemnités de fonction peuvent faire l'objet parfois d'une délibération, souvent même d'une délibération unique, si et seulement si le conseil municipal procède à des opérations de vote bien distinctes. Pour une commune de 3 500 à 9 999 habitants, le taux de l'indemnité de fonction du maire est fixé de droit à 55% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Pour une commune de 3 500 à 9 999 habitants, le taux maximum de l'indemnité de fonction d'un adjoint et d'un conseiller municipal titulaire d'une délégation de fonction est fixé à 22% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Les conseillers municipaux titulaires d'une délégation de fonction peuvent bénéficier d'indemnités de fonction au titre de cette délégation, toujours dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale. L'enveloppe indemnitaire globale est composée du montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints réellement en exercice. Alors tout ça semble un peu compliqué, mais vous avez devant vous le temps et surtout l'occasion de le contrôler sur tous les sites qui officialisent ces propos. Il est proposé au conseil municipal de calculer dans un premier temps l'enveloppe indemnitaire globale autorisée. Dans un second temps, de fixer et de répartir l'enveloppe entre les élus dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale ainsi calculée. Nous concernant, le conseil municipal est appelé à délibérer pour
Fixer le montant des indemnités pour l'exercice des fonctions du maire à sa demande comme suit. 55% de l'indice terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des adjoints à 16% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Fixer le montant des indemnités des conseillers municipaux à 9,5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Et de rappeler que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice. Je soumets les dispositions précitées au vote. Qui a des remarques? Monsieur Jean-Claude Austry, je vous écoute. Alors concernant ce point, là, je pèse mes mots, parce que je constate avec désolation que mon appel pour une très grande modération dans ce domaine a loin d'être entendu, mais alors très très loin. Et s'il y a peu de décisions qui ont pu être prises jusqu'à ce jour, celle-là, vous vous êtes vite empressé de la prendre, puisque c'est exactement l'opposé de la modération qui nous est proposée ce soir, puisqu'on nous demande, grosso modo, d'autoriser une augmentation de 43% des indemnités totales versées aux maires et aux adjoints, soit grosso modo 41 000 € de plus que ce que la commune avait comme charge en 2019, ou encore, si vous préférez, 246 000 € de plus sur la durée de cette mandature. Alors là, je pèse mes mots, parce que c'est tout simplement à la fois scandaleux, irresponsable, et de plus, cerise sur le gâteau, irrégulier. Scandaleux car notre commune, comme on l'a déjà répété à plusieurs reprises, traverse une période financière extrêmement difficile. Et on ne trouve rien de mieux à faire que de s'attribuer une augmentation de 43% pour servir des intérêts particuliers, au mépris de l'intérêt général. C'est une belle générosité que les Écariens apprécieront sans doute. Irresponsable car l'état de nos finances, on l'a vu à l'instant, nous invite à un strict contrôle des dépenses de fonctionnement, à la baisse et pas à la hausse, et notamment sur des postes dont on a la totale maîtrise. La totale maîtrise. Ça n'appartient qu'à nous de décider ce que l'on veut faire dans ce domaine. Et enfin, irrégulier, et ça c'est la cerise sur le gâteau, parce que les indemnités proposées qui s'élèvent à 135 000 € quand même au total sur l'année, soit au passage 810 000 € sur la durée de la mandature, alors que le budget primitif 2020 qui nous est présenté et qu'on a voté contre en ce qui nous concerne, ne prévoit dans son article 65-31 qui concerne les indemnités versées aux maires et ses adjoints qu'un montant de 94 000 €. Donc là, il y a un petit problème technique qui est que le montant que l'on nous propose de voter maintenant n'est pas prévu au budget. Donc ne serait-ce que pour cette dernière raison, purement technique, mais surtout pour les deux autres, je vous demande très solennellement, mesdames et messieurs, là, les conseillers municipaux, de ne pas approuver cette proposition. De ne pas approuver cette proposition. J'en appelle tout simplement à votre sens moral et civique, si toutefois il vous en reste. Je vous remercie. Monsieur Jean-Claude Austry, je vous remercie pour tant d'éloges à notre rencontre. Décidément, notre manque de moralité ne vous a pas échappé. Décidément, le peu de qualification des fonctionnaires qui ont contrôlé ces chiffres, je me mets à leur place, je ne serais pas très content. Moi-même été dans la fonction publique pendant 20 ans, ayant été, comment dirais-je, irréprochable toute ma vie, monsieur Austry. Et je m'en porte garant de ma profonde honnêteté. Je trouve que vous poussez le bouchon un peu loin, si je peux me permettre. Vous savez bien, vous maîtrisez les chiffres d'une manière remarquable. Mais on ne veut pas, comme ça, de but en blanc, répondre à votre intervention. Par contre, les chiffres que vous avez annoncés, on va les éplucher, on va les contrôler, et on va voir un petit peu qui de nous deux fait un effet d'annonce. Alors nous allons procéder au vote. Qui est pour? Pardon? Monsieur Livon, je vous écoute. Merci, monsieur le maire. Non, je ne me placerai pas sur le domaine de la légalité parce que je pense comme vous que si ces chiffres ont été avancés, les personnes qui les ont préparés savent de quoi elles parlent.
Et bon, après, je fais aussi un peu confiance à Jean-Claude, donc qui connaît très bien son domaine. Mais je me place, moi, plutôt sur le domaine de l'exemple. C'est-à-dire combien de fois j'ai entendu des Cariens dire s'ils se battent pour avoir la place, c'est qu'elle est bien rémunérée et c'est qu'elle leur apporte des sous. Or, c'est un petit peu leur donner raison que de voir une augmentation assez conséquente des indemnités, parce que je rappelle que ce ne sont que des indemnités et pas des salaires donc, pour action. Donc voilà, je suis un petit peu réticent par rapport à ça, c'est-à-dire que pour l'exemple et pour montrer que quand on se met dans un conseil municipal, c'est pour être au service des gens et c'est pas pour se mettre de l'argent dans la poche. Voilà, c'est simplement ma petite remarque que je voulais faire. Monsieur Livon, je vous remercie, mais vous péchez, là je pense que vous péchez un petit peu par un excès de démagogie. Parce qu'il est quand même nécessaire de se rappeler quels sont les montants de ces indemnités, mon Dieu. Vous pensez vraiment qu'on fait de grosses économies? Vous pensez que ces femmes et ces hommes qui vont m'accompagner pendant 6 ans font ça pour l'argent? Je ne le crois pas, cher monsieur Livon. Je n'en suis absolument pas convaincu. L'argent n'est pas notre motivation, monsieur Livon. Monsieur Livon, vous allez avoir le micro, laissez-moi terminer. Notre motivation, elle est exactement la même que la vôtre. Servir les Cariennes et les Cariens. Pas de s'en mettre, comme vous le dites, plein la poche. Mais par contre, est-ce que vous savez combien nous aurions économisé si nous avions écouté les consignes extrêmement précautionneuses de notre ami Jean-Claude Austry? Nous aurions économisé une vingtaine de milliers d'euros. Allez, je vous concède 24 000 euros. C'est exactement le prix, le coût de votre magazine de bimensuel. Ça coûte 24 000 euros à la communauté, alors que ça ne peut coûter rien du tout par le biais de petites... Nous sommes bien d'accord. Donc là, vous êtes en train de montrer du doigt un conseil municipal rempli de bonnes intentions et vous êtes en train de nous dire qu'on est là pour s'en mettre plein les poches. Mon Dieu. Non. Je préfère ne pas avoir entendu cela, monsieur Yvan, parce que c'est tellement pas de votre fait. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai cru comprendre. Et je n'ai pas le moindre doute sur la moralité des personnes qui sont autour de cette table. Je dis simplement que perçu par les personnes donc, qui ont cette idée, ce sentiment-là, ça peut leur donner raison. Mais voilà, oui, monsieur Livon, mais j'invite les personnes qui nous regardent d'ailleurs, parce que nous sommes certainement regardés par des centaines de personnes. D'ailleurs, c'est ça la magie des temps modernes, de l'informatique. Je les invite à regarder quelles sont les indemnités d'un conseiller ou d'un adjoint, voire d'un maire d'une commune de 6 000 habitants, avec toutes les responsabilités que peut avoir un maire. Est-ce que vous le savez bien évidemment, vous avez été adjoint au maire. Un maire a beaucoup de responsabilités, donc je ne vais pas parler de chiffres parce que ce serait donner crédit à vos propos qui me semblent un petit peu limite, pas diffamatoires, mais un peu tendancieux et pour ma part très démagogique. Monsieur Livon, ma réponse s'arrête là. Je vous écoute. Non, c'est juste pour dire que vous interprétez donc mal à propos ma parole et ce que je dis. Mais non, monsieur Livon, je veux tout simplement... Mais non, mais j'invite, moi, les administrés à voir quelles sont les indemnités et émoluments d'un conseiller municipal d'une commune de 9 ou 10 000 habitants, même avec une majoration telle qu'on la connaît. Non, je pense que vous nous faites un procès d'intention... Pas du tout. Qui n'est pas souhaité et surtout pas bien, parce que nous commençons 6 ans de mandature ensemble. Je vais faire procéder au vote sur ce point de détail. Par contre, que nous faisions un point financier au bout d'un an d'exercice par rapport à nos dépenses et nos recettes, là, je serai effectivement apte à être jugé. Mais pour l'instant, nous avons décidé, avec mon conseil, de nous attribuer les indemnités auxquelles nous avons droit, qui sont des indemnités légales et qui ne sont pas exorbitantes, et je ne reviendrai pas sur cette décision. Quoi que vous puissiez en penser. Il n'y a pas de souci. Je vous demanderai simplement donc, de ne pas déformer le sens de mes propos et juste donc d'admettre que je ne critique pas, je ne reproche pas que vous ayez donc, ces indemnités. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas justifiées. Je dis simplement que le fait que les adjoints actuels
reçoivent une indemnité supérieure à l'indemnité reçue par les adjoints de la mandature précédente peut laisser penser à ceux qui ont de mauvaises intentions, et je ne les ai pas, ces mauvaises intentions, monsieur le maire, donc, et je vous remercie de ne pas me les prêter, donc peut leur laisser penser que si on se bat et si on s'acharne dans une campagne municipale, c'est peut-être aussi parce qu'on y trouve notre intérêt. Et je ne dis pas que je partage cette analyse et ce point de vue. Bien au contraire. Merci, monsieur Livon. Nous allons procéder au vote de ces indemnités. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Indemnité accordée et votée. Pardon? Accordée la majorité, pardon, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je n'ai pas fini. Après avoir voté le montant des indemnités en fonction dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale, le conseil municipal se prononce sur l'application des majorations. Il est proposé au conseil municipal de calculer les majorations auxquelles peuvent prétendre le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués. Le conseil municipal est appelé à délibérer pour dire que les indemnités réellement octroyées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux sont majorées de 25%. Dire que ces indemnités seront versées à compter de l'installation du conseil municipal, soit à compter du 3 juillet 2020. Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. Le tableau récapitulatif de l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est annexé à la présente délibération. Je soumets les dispositions précitées en vote. Qui a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Les dispositions relatives à la répartition de l'enveloppe indemnitaire globale entre les élus sont votées à l'unanimité. À la majorité, pardon, décidément. La parole est à Nathalie Garcia pour la mise à jour du tableau des effectifs. Merci, monsieur le maire. Conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois permanents à temps complet et à temps non complet de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En conséquence, il convient de créer les postes suivants suite aux avancements de grade. 2 postes d'adjoint technique principal de 2e classe, 1 poste d'adjoint technique principal de 1re classe, 1 poste d'adjoint administratif principal de 1re classe, 2 postes d'agent spécialisé des écoles maternelles principales de 1re classe, 1 poste de brigadier chef principal. De plus, il convient de créer un poste d'agent de maîtrise pour occuper l'emploi d'adjoint au directeur du pôle technique en remplacement de l'agent qui a quitté la collectivité. Ces postes sont à temps complet. Le conseil municipal est appelé à délibérer pour créer les postes énoncés ci-dessus. Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune au chapitre 012. Je soumets les dispositions précitées au vote. Qui a des remarques? Monsieur Trappi. Merci, Nathalie. Moi, j'ai alors une remarque très simple concernant les premiers postes dont il est fait état dans les textes du conseil municipal. C'est oui, ça m'a échappé, hein, autant pour moi. Au moins, on peut dire que c'est du live. Non, en fait, on est bien d'accord que ce sont des avancements de grade uniquement, sauf pour le dernier au niveau des services techniques. Alors, donc, pas en ce qui concerne effectivement tous les avancements de grade, il s'agit ici donc de créations qui font suite à des avancements de grade, mais qui ont été décidés déjà en début d'année. Donc, on est dans la pure logique. En ce qui concerne effectivement le remplacement de l'agent qui a quitté la collectivité, ils correspondent tous deux par contre à une catégorie C. Ça veut dire que c'est juste un remplacement. Une personne a quitté ce poste, il y a un poste vacant de la même catégorie, donc avec les mêmes D'accord, donc il n'y a pas d'embauche.
Tout à fait. Et quand vous dites de plus, il convient de créer un poste d'agent de maîtrise pour occuper l'emploi d'adjoint, c'est pareil. Pardon, attendez, excusez-moi. Vous m'avez dit qu'il n'y a pas d'embauche. Je vous dis oui, il y a un remplacement de poste. Attention, Donc, que nous soyons bien clairs. Donc, vous embauchez bien quelqu'un, quoi. On peut en parler. Donc, il y a une embauche qui est faite. Tout à fait. Jean-Christophe. Le poste est vacant. Le poste est vacant et vous faites une embauche. Jean-Christophe, concernant ce poste de remplacement, pardon Jean-Christophe, j'interviens, pardon Nathalie, c'était l'adjoint à Patrick Jusignani, qui est parti il y a 3-4 mois, me semble-t-il. Voilà, c'est un Jérôme qui est parti, il a quitté la fonction publique, si je ne m'abuse. Oui. Donc, et nous avons pour le remplacer un agent de catégorie C qui arrive du Conseil général et qui habite à Cariloué, que vous connaissez tous et toutes. Et il va être d'un excellent soutien à Patrick Jusignani, et ça c'est une certitude. Bon. Donc c'est tout bénéfice pour la commune. Non, par contre, si c'est un remplacement, pourquoi il est marqué créer un poste? C'est ça que je ne comprends pas. Alors, ce n'est pas le même grade? Ah d'accord, très bien. Alors, monsieur le directeur général des services, j'aimerais bien que vous répondiez. Oui. Et donc, ce grade, il est supérieur ou inférieur? Le grade qui est créé, il est supérieur ou inférieur? Les deux. Et donc c'est le même grade. Donc pourquoi on recrée un poste? Enfin, D'accord. Donc il coûte plus cher. Non, ça change rien. C'est que le titre qui diffère. D'accord. Généralement, quand un fonctionnaire, pardon, Jean-Christophe, monsieur Trapi, généralement, quand un fonctionnaire change d'institution, il est récupéré par l'autre institution qui le paye au même niveau. Ils alignent les salaires, donc c'est très proche. Il y a 3 catégories dans la fonction publique, A, B et C. C, c'est la catégorie la plus basse. Il y a rien de, quand je dis bas, il y a rien de péjoratif. Donc je ne sais pas quels étaient les traitements et émoluments de son prédécesseur, mais c'était équivalent, semble-t-il. On a été vigilants là-dessus. Donc voilà, c'est qu'on soit bien en phase sur le fait qu'on n'embauche pas. C'est à volumétrie constante. C'est un remplacement de poste. C'est un poste qui était vacant et qui vraiment est nécessaire pour nos services techniques, qui, vous êtes bien placés pour le savoir, depuis quelque temps sont un petit peu malmenés. Ça ne vous a pas échappé. Et est-ce qu'on peut savoir qui c'est? C'est pas indiscret? Pardon? Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Mais tout à fait, monsieur Charles Attin. D'accord, très bien. Merci. Donc, je reprends, excusez-moi. Donc, je soumets les dispositions précitées au vote. Donc, il y a des remarques. Est-ce qu'il y a encore des remarques, s'il vous plaît? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? La délibération relative... où je suis? J'y suis plus. Oui, après, il y a une erreur, je pense. J'ai une erreur derrière. Excusez-nous, il y a une petite erreur. Bref, donc nous avons voté à l'unanimité pour le tableau des effectifs et des emplois. Excusez-moi. 23e et dernier point. Création d'un poste de collaborateur de cabinet. Je vous propose maintenant de délibérer sur la création d'un poste de collaborateur de cabinet. Au terme de l'article 110 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut recruter librement un collaborateur de cabinet. Au terme de l'article 3 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales, aucun recrutement de collaborateurs de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et l'article correspondant. L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant, c'est-à-dire nous. Au terme du titre 3 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987, l'effectif des collaborateurs de cabinet est fixé en fonction de la population de la collectivité. Je vous propose de m'autoriser
à inscrire les crédits nécessaires au recrutement d'un collaborateur de cabinet. Conformément à l'article 7 du décret 87-1004 précité, le montant des crédits sera déterminé de façon à ce que, d'une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90% du traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, occupé par le fonctionnaire en activité ce jour, ou à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité. D'autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'Assemblée délibérante de la collectivité et servi aux titulaires de l'emploi fonctionnel ou du grade administratif de référence mentionné ci-dessus. En cas de vacance dans l'emploi fonctionnel ou dans le grade retenu en application des dispositions de l'article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent. Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune au chapitre 012. Il s'agit d'une délibération de portée générale qui n'a pas de caractère nominatif. Le contrat, qui ne pourra être signé qu'une fois, que la délibération sera exécutoire, précisera les conditions de rémunération. Je soumets les dispositions précitées au vote, mais je vous autorise bien évidemment à me poser des questions. Je vous écoute, Monsieur Trappi. Merci, Monsieur le maire. Donc là, ma question, c'est bien une création de poste, un poste qui n'existait pas. Absolument. Alors, ce n'est pas exactement une création de poste, parce que je m'attendais un peu à cette question, bien évidemment. Nous allons, d'ailleurs, je vous y convie. Je vous y convie, je ne sais plus quel jour c'est, je vais vous le dire exactement. Je vais le dire. Je convie tous les membres du conseil municipal au départ, le jeudi 30, au départ de Madame Cathy Bréa, que les anciens connaissent bien et que les nouveaux apprendront à découvrir. Cathy Bréa nous quitte et part à la retraite au 1er septembre. Voilà. Et Cathy Bréa était collaboratrice. Oui, mais c'est un poste. Ce sont des sous. Après, vous savez que l'institution peut très bien déplacer des postes à sa guise. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas d'impact budgétaire conséquent. Ce qui compte, c'est que l'équipe qui est en place, ce n'est pas pour... Je vais vous répondre, Monsieur Trappi, de façon extrêmement directe. Vous savez, si je décide, avec mon conseil, de recruter une collaboratrice de cabinet, c'est que c'est motivé pour les bonnes raisons. Uniquement pour les bonnes raisons. Pour le confort de l'équipe municipale en place, pour le confort des fonctionnaires et pour le confort de la population. Il faut absolument, et je vous dirai par la suite quelles sont mes idées, mais je vous demande de me faire confiance quant à l'augure, en quelque sorte, de recruter cette personne-là qui, assurément, apportera beaucoup à la municipalité. Et je suis certain que la confiance que le Conseil lui donnera, même vous, monsieur le conseiller d'opposition, bien évidemment, vous aurez plaisir à travailler avec cette personne parce que c'est une personne que nous connaissons toutes et tous, qui est consensuelle, qui va donner le meilleur d'elle-même. Je ne suis pas en train de juger, je suis en train uniquement d'être le porte-parole de femmes et d'hommes qui m'entourent et qui ont jugé bon. Ce n'est pas pour mon confort personnel. Ces femmes et ces hommes qui m'entourent ont jugé bon de se faire accompagner par cette personne-là. Je vous demande, mesdames et messieurs de l'opposition, de nous faire confiance. Nous n'aurons qu'à nous féliciter de son arrivée dans cette équipe municipale et au sein de la mairie. Elle saura faire le lien entre les élus, entre les administratifs, les fonctionnaires. Je m'en porte garant. Je ne peux pas être plus sincère et plus direct, mon cher Jean-Christophe. Maintenant, c'est vrai que si vous voulez me gratter sous les aisselles pour des questions budgétaires, c'est votre droit le plus strict. Mais je vous y autorise, bien évidemment, parce que c'est votre droit. Mais je vous demande de me faire confiance, de nous faire confiance quant aux qualités intrinsèques de cette personne. Ce n'est pas un recrutement de complaisance. C'est pour ça que je rejoins tout à fait les propos évoqués par Daniel tout à l'heure sur les messages envoyés à la population. Je vous accorde le bénéfice du doute, même si je ne cautionne pas une embauche supplémentaire. La politique qui avait été menée jusqu'à présent était une politique de diminution de la masse salariale qui est de l'ordre de 4,2 millions aujourd'hui à peu près. On sait tous dans le privé ce que représente 4,2 millions de masse salariale sur une enveloppe globale budgétaire d'environ 11 millions.
Donc, une mairie, ce n'est pas une entreprise, j'en conviens. Les profils et les façons de faire sont différentes, j'en conviens également. Il y a quand même, ceci dit, des ratios. Et on a valeur d'exemple. On se doit, dans le cadre du service public, d'avoir une valeur d'exemple. Et cette valeur d'exemple, elle passe par nos actions. Donc, je peux très bien comprendre que vous ayez besoin de recruter une collaboratrice de cabinet. Ce n'est pas le débat. Mais jusqu'à présent, on avait fait 100. Alors vous allez me dire, toutes les vérités et puis toutes les situations peuvent évoluer, j'en conviens. Il n'y a pas de débat. Vous dites que Cathy Breas s'en va, c'est un fait, il n'y a pas de débat non plus. Il y aura obligatoirement un surcoût budgétaire. L'image que l'on envoie encore à la population à ce jour, même si ça peut se justifier, aurait pu être peut-être dans le temps différé en 2021 ou 2022, au même titre que l'augmentation des rémunérations des élus. Parce que justement, la population, alors Carrie est un peu préservée, même si des personnes sont dans le besoin, il y en a, vous le savez, et vous allez le savoir de par vos fonctions, vous allez le découvrir. Il est évident que le message que l'on envoie est un message fort et les gens ont besoin de s'identifier à leurs élus. Et le message que l'on envoie aujourd'hui, c'est, je ne veux pas être médisant ou quoi que ce soit d'autre, mais ça fait un peu ouverture des vannes, même si on peut justifier que c'est la sensation que ça donne. Voilà. C'est pour ça que... Je remercie du terme sensation et impression. Ce n'est qu'une impression. Nous ferons les comptes dans un an, si vous permettez. Voilà, nous ferons un bilan de cet état de fait dans un an, dans un équilibre, dans une balance que l'on pourra apprécier. Parce que je pense très honnêtement, et là je me tourne vers M. Austry, pour lequel vraiment j'ai le plus grand respect pour le travail qu'il a fait au niveau de la gestion des finances de la commune. Je le dis et je le clame et je le proclame. Monsieur Austry, il y a des économies qu'on ne doit pas faire, qu'il ne faut surtout pas faire. C'est des économies sur le personnel. C'est bien de dégraisser le mammouth, comme on dit. C'est bien, j'ai connu ça aussi. Dans le privé, parfois il faut dégraisser, bien évidemment. Dans la fonction publique, il faut dégraisser. Mais dégraisser à tout prix pour avoir des chiffres et être content de la somme que l'on a à la fin, pour moi, c'est tout simplement inhumain. Parce que, Monsieur Austry, je vous demande de me croire, si nous avons gagné ces élections, c'est aussi et en grande partie grâce au personnel de cette commune et leurs familles. Et leurs familles. Et oui, Monsieur Austry, c'est bien de gagner de l'argent. Je vous félicite, c'est courageux. Mais faire des économies au détriment de l'humain, je trouve ça, pour un village, inhumain. Monsieur Austry, ne croyez pas que ce soit un effet d'annonce. Je suis sincère dans mes propos. Je suis un homme vrai. Et ce que je dis, je le pense. Je vous garantis que nous ne ferons jamais d'économie sur l'humain. Et je peux vous garantir que nous sommes élus, ce n'est pas de la démagogie. Depuis 3 semaines, avec Nathalie Garcia, ma première adjointe, nous recevons des femmes et des hommes dans mon bureau, individuellement. Je peux vous garantir qu'ils sont contentes et contents de cet accueil. On ne leur donne rien, on leur a rien promis au niveau financier. Ni grade, ni avancement, ni prime, ni NBI, ni rien du tout. Ni RICEPT augmenté. On leur a juste promis un peu d'humanité. Et ça, c'est bien. Et ce n'est pas démago ce que je dis. Je suis sincère. Donc, quand vous me faites des procès d'intention sur des recrutements qui sont justifiés, mais qui sont justifiés, je trouve ça pas bien. Bon, je vous demande, je vous écoute avec attention, mais je vous demande de respecter l'essai que nous faisons pour notre avenir, pour l'avenir de notre Conseil. Nous allons passer 6 ans ensemble. Si décidément vous avez la ferme intention de nous gratter sous les aisselles pendant ces 6 ans, c'est pas bien. Il va falloir qu'à un moment donné, vous puissiez prendre conscience que je reviens sur vos 15% d'abaissement. C'est bien, mais on n'a pas souhaité. C'est moi qui ai dit, on aurait pu le faire. Je ne suis pas à ça près. Et les indemnités ne sont pas si importantes que cela, Monsieur Austry. Vous manipulez à la perfection les chiffres. Je vous invite à vous rapprocher d'Internet pour voir combien touche un adjoint, combien touche. C'est rien par rapport à la somme de travail que je vais leur demander.
que nous allons leur demander. Ils vont s'investir. Ce ne sont pas des adjoints ni des conseillers de complaisance. Ils sont là pour œuvrer pour Carry-Loé. Alors je vous ferai grâce de vos procès d'intention sur une nouvelle équipe dispendieuse qui s'entoure de collaborateurs. Oui, parce qu'on aurait pu l'appeler comme ça, autrement. Mais Cathy Bréa s'en va. Mais je pense, et en plus, je ne vous dirai pas ce que j'ai l'intention de faire, mais son salaire sera largement compensé par d'autres départs. Mais ça, c'est une affaire personnelle. Qui est pour? Qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Merci. Mesdames, Messieurs, le point suivant appelle à la clôture de la séance du Conseil municipal de Carry-Loé. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, cette séance étant la dernière de l'été, je vous remercie pour votre assiduité et vous souhaite un agréable mois d'août masqué et sans festivité, malheureusement.